Et je suis maintenant en compagnie de Carole Croza. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes porte-parole de BlackRock et vous êtes responsable de la recherche sur l'ISR. Alors BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde, plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et donc, comme chaque année, c'est une tradition, votre patron Larry Fink a adressé une lettre à ses clients. Et dans cette lettre, il demande aux entreprises dont BlackRock est actionnaire de publier leur trajectoire de réduction des émissions à effet de serre dans l'objectif d'un zéro émission en 2050. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui justifiait aujourd'hui une telle prise de position. C'est plus possible aujourd'hui de ne pas parler climat, ISR dans la gestion d'actifs ? Effectivement, BlackRock, c'est un grand gérant d'actifs, mais c'est surtout un grand gérant d'actifs pour les investisseurs à long terme. Et donc, lorsqu'on fait le constat que l'avenir financier de plus en plus de personnes est lié aussi à l'avenir de la planète, on s'aperçoit que l'investissement durable est en train de devenir la norme et donc qu'il est indispensable, à la fois pour les investisseurs et pour les entreprises, de prendre en compte cette grande réallocation d'actifs qui va arriver, qui est en train de s'accélérer, qui d'ailleurs en 2020 est allée encore plus vite que prévu, pour pouvoir anticiper tous ces mouvements et surtout pour pouvoir accompagner non seulement la finance, l'économie, mais l'ensemble de la planète vers cet objectif de neutralité carbone en 2050. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il reconnaît quand même, votre patron, avoir fait une erreur. Il dit, l'année dernière, j'ai dit que c'était un risque absolu d'aller dans ce secteur. Finalement, la transfo, elle va beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Vous avez, vous aussi, senti que là, il y avait vraiment une accélération dans ce secteur-là, dans les attentes ? Oui, on est tout à fait en ligne. En fait, l'erreur, c'est d'avoir sous-estimé ce mouvement. Mais on disait qu'il y allait avoir ce mouvement tectonique. Nous avons essayé de comprendre pourquoi cela avait été finalement accéléré par la pandémie. C'est vrai qu'au début de la pandémie, il y a certains observateurs qui se sont dit finalement le climat va passer au second plan parce qu'il faut sauver l'économie, il faut sauver les emplois. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On a vu que les flux vers l'investissement durable ont doublé, la collecte a doublé vers ces fonds-là, et on a vu aussi que encore en 2020, les fonds d'investissement responsables ont été plus résilients, plus performants que les fonds traditionnels. 80% des indices durables ont battu leur indice de référence en 2020. Et c'est quelque chose qu'on a observé depuis des décennies et qui s'est encore confirmé. Je ne sais pas si vous pourrez me confirmer ça, mais j'ai l'impression que ce sont des placements en tout cas qui attirent beaucoup la jeune génération, davantage peut-être que l'ancienne. C'est naturel pour eux parce qu'ils se projettent évidemment beaucoup plus dans le long terme et parce qu'ils ont aussi plus d'habitude de mettre finalement leur consommation et leurs habitudes en ligne avec leurs valeurs. On comprend qu'aujourd'hui, on peut continuer à avoir un investissement qui est rentable et intégrer aussi ces valeurs-là. Qu'est-ce qui va leur parler aux jeunes ? Ça va être des fonds à impact, par exemple, ça va être des fonds sur l'économie circulaire, parce qu'on se rend bien compte que nos modes de vie actuels, ils ne sont pas soutenables. Et donc, investir dans des entreprises qui font de la gestion des déchets, des entreprises qui permettent aussi l'accès au plus grand nombre à une éducation de qualité dans des populations défavorisées, c'est aussi une façon de répondre aux grands enjeux de la planète, aux grands enjeux de développement durable. Mais on est bien d'accord, on parle d'entreprises rentables. Les entreprises rentables le deviennent aussi parce que c'est un mouvement général. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que non seulement il y a de plus en plus d'investisseurs qui, comme BlackRock, intègrent la durabilité, mais on s'aperçoit que cet objectif de transition à 2050 vers la neutralité carbone, c'est aussi devenu un enjeu global. On a aujourd'hui 127 pays qui correspondent à plus de 2/3 des émissions globales de gaz à effet de serre qui se sont engagés pour une neutralité carbone en 2050 ou 2060. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement tout ça va mobiliser énormément de capitaux, ça doit mobiliser énormément d'argent pour pouvoir effectuer cette transition. Et donc, effectivement, ça va permettre aux entreprises qui sont dans cette tendance-là d'être plus rentables et de bénéficier d'opportunités. Est-ce que le petit coup de pression que vous mettez un peu sur les entreprises n'a pas été à un moment un peu incité par certaines ONG qui ont critiqué parfois une gestion peut-être plus passive de la part de BlackRock ? La gestion indicielle n'est pas passive dans le sens où elle nous permet justement d'être là pour le long terme. Et lorsqu'on est là pour le long terme, on a la capacité d'influencer les entreprises, de pouvoir dialoguer avec elles et de surtout mettre cette pression effectivement. Tout le travail des activistes verts, il a été assez positif puisqu'il a permis justement une meilleure prise de conscience. Mais ce qui est important de comprendre, c'est cette transition climatique, ça doit être une transition qui est aussi juste et équitable. Et pour qu'elle soit équitable, elle ne peut pas se faire en un jour.
Effectivement, la croissance verte va créer beaucoup d'emplois, mais malheureusement, la transition hors des industries traditionnelles et très émettrices, elle va aussi beaucoup en détruire. Donc pour pouvoir justement accompagner les entreprises, il faut se poser la question de la façon dont on va les encourager à cette transition. Ça veut dire que vous allez sortir à un moment des investissements qui sont liés au charbon, au pétrole par exemple ? Voilà, alors ce qui s'est passé, justement, prenons l'exemple du charbon. Dans le charbon, on peut distinguer finalement deux types d'entreprises. Des entreprises qui sont très exposées au charbon, qui ont plus de 25% de leur chiffre d'affaires dans ce secteur-là. Celles-là, on considère que malheureusement, il est déjà un petit peu trop tard pour elles pour avoir la capacité de s'adapter. Et donc, on les sort de notre portefeuille de gestion active. C'est une sortie qu'on a effectuée, terminée en 2020. D'accord. En revanche, pour celles qui ont moins de 25% de leur chiffre d'affaires dans le charbon, on considère qu'elles ont encore le temps, la capacité de pouvoir justement... Vous leur donnez un délai, quoi, en gros. Transitionner et pouvoir se débarrasser de ces actifs. Alors, on espère pas seulement les vendre, mais surtout fermer ces centrales, puisque c'est ça qui est important pour réduire les émissions. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà les obliger à publier un plan de sortie qui soit en ligne avec la transition donc en 2050. Donc, ça veut dire qu'en 2030, plus de centrales à charbon en Europe et dans l'OCDE, en 2040 dans le reste du monde. Et également, si elles ne le font pas, voter contre les administrateurs en Assemblée générale, donc contre les nominations de dirigeants. Et enfin, si tout ça n'est toujours pas suffisant pour les faire agir, le désinvestissement est aussi envisagé. Alors, moi, il y a un truc qui m'a intéressé aussi. Vous avez mis que vous alliez, à la fin de l'année, publier la température implicite de vos différents fonds et indices. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous calculez ça ? C'est quoi la température d'un indice ? Alors, la température d'un portefeuille, c'est la température des entreprises qui sont, de la trajectoire des entreprises qui sont à l'intérieur. Donc, une entreprise émet des gaz à effet de serre. D'accord. On sait que pour avoir un certain budget de gaz à effet de serre en ligne avec une certaine température, on peut calculer finalement quelles sont les trajectoires qu'il faut adopter. Donc, une entreprise qui est très émettrice aujourd'hui va être liée à un réchauffement qui va aller sur 3 ou 4 degrés, alors qu'une entreprise très verte va être sur un réchauffement beaucoup plus faible, de 1,5 ou en dessous degrés d'ici à la fin du siècle, d'ici 2100 qui est la référence. Et donc mesurer la température finalement d'un portefeuille, ça veut dire mesurer l'impact contenu dans les entreprises qui sont dans ce fonds, à la fois l'impact actuel, mais surtout leur trajectoire et ce qu'il en sera dans les prochaines décennies. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, finalement, l'ISR, qui était peut-être un risque il y a quelques temps, est devenu une opportunité d'investissement ? Clairement, c'est devenu une opportunité d'investissement, non seulement parce qu'on a démontré que ces investissements étaient plus résilients et plus performants sur le long terme, mais surtout parce qu'on pense qu'on est qu'au tout début de la vague, finalement, de cette grande réallocation. On a besoin encore d'énormément d'investissements supplémentaires pour arriver à achever cette transition. Et il va y avoir beaucoup d'incitations, de réglementations et aussi d'incitations qui viennent justement de la jeune génération pour aller vers encore plus de vert et encore plus d'entreprises responsables qui prennent en compte toutes leurs parties prenantes. Donc, ce n'est pas seulement le vert, c'est aussi les égalités sociales et toutes ces dimensions. Mais c'était la question que j'allais vous poser ensuite, parce que effectivement, dans les critères ESG, il y a le S qui est le social. Donc, comment est-ce que vous mesurez l'impact social d'une entreprise ? L'impact social d'une entreprise, il peut se mesurer à la fois sur la façon dont elle va traiter ses employés. Et on l'a vu, pendant la pandémie, il y a énormément d'entreprises qui ont fait beaucoup pour continuer de maintenir les employés dans l'emploi, leur donner des nouveaux moyens de travail, surtout assurer leur sécurité, leur santé. Mais c'est aussi la prise en compte des parties prenantes, des clients, évidemment, qui sont la partie prenante la plus importante, mais de la société, de la communauté. Pouvoir être une entreprise responsable aujourd'hui, c'est pouvoir aussi faire attention à tout l'enjeu autour de respect notamment des communautés indigènes, là où on va sourcer ses ingrédients, par exemple, du respect des droits de l'homme dans sa chaîne d'approvisionnement et aussi du respect des clients dans la santé, la sécurité, la qualité des produits qu'on leur fournit. J'ai l'impression, après, aux États-Unis, il y a un climat particulier en ce moment avec une fracture sociale qui est très, très importante. Et c'est vrai qu'on a vu plusieurs marques américaines prendre position sur le sujet, notamment Apple, qui a annoncé un plan de 100 millions de dollars contre le racisme. Ça, c'est des choses que vous pouvez prendre en compte aussi, ce type de programme, et de se dire, bah oui, finalement, d'une certaine façon, il l'inclut. Il faut vraiment que ce soit incorporé dans le business. Évidemment, on le regarde. Donc, on a toute une série d'indicateurs que l'on regarde pour les fonds durables, mais qui sont de plus en plus intégrés à la gestion traditionnelle, parce qu'on pense qu'une entreprise qui
gère ces questions-là, à la fois pour des questions d'attraction de talent, mais aussi pour la question de sa capacité à opérer dans un environnement, sont essentielles. Donc on les regarde de manière effectivement systématique, et c'était important pour nous particulièrement de voir comment les entreprises s'étaient comportées pendant la pandémie. Est-ce que tout ça a un impact sur la gouvernance des entreprises aussi? Je me posais la question. La gouvernance est un enjeu très important parce que finalement, c'est tout ce qui va donner la direction de l'entreprise. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on exerce nos droits de vote, ils vont surtout s'orienter sur les dirigeants parce que c'est eux qui sont responsables de définir cette stratégie. Il y a des choses qui sont très importantes, comme justement cette question des inégalités dans la façon dont on va voter, par exemple pour ou contre des administrateurs, lorsqu'on considère par exemple qu'il n'y a pas assez de femmes au conseil d'administration. C'est une façon de finalement réunir les enjeux sociaux et de gouvernance dans une même action. Vous fixez des seuils, par exemple, comme en France, on voit des quotas dans les conseils d'administration. Vous-même, vous fixez des seuils dans les entreprises dans lesquelles vous investissez? Oui, on considère qu'une entreprise qui a beaucoup moins qui n'est pas du tout équilibrée au niveau homme-femme va effectivement s'exposer à des risques et surtout d'avoir une moins bonne performance à long terme. Et donc, nous fixons effectivement ces seuils pour savoir quand ou pas nous allons voter contre un administrateur. D'accord, mais vous fixez un nombre, un pourcentage? C'est tout ce qui va s'éloigner de la majorité. Donc, il y a une petite fourchette. Il y a une petite fourchette, mais voilà, en dessous de 40% de femmes, clairement, on n'est pas dans l'égalité. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une attractivité, j'ai l'impression, on le disait un peu tout à l'heure, autour de ces placements verts. Je disais qu'entre janvier et novembre de l'année dernière, les investisseurs en fonds communs de placement et ETF avaient investi quasiment 300 milliards de dollars dans les actifs durables à échelle mondiale. C'est une hausse de 96% par rapport à la même période en 2019. Une hausse de 96%, c'est considérable. Ça veut dire qu'on est quasiment au double. Donc comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce qu'on va encore doubler? Ou est-ce qu'à un moment, ça va quand même, on va être au max et finalement, tous les investissements seront devenus verts? Et dans ces cas-là, à quel horizon de temps? Oui. Alors, on pense effectivement, encore une fois, qu'on n'est qu'au début de ce mouvement tectonique. Donc, il va y avoir d'autres doublements, on l'espère. Et d'ailleurs, on s'inscrit tout à fait dans cette tendance puisqu'on continue à créer plus de produits. Je crois que rien que l'année dernière, on a créé 100 fonds indiciels durables de plus pour pouvoir justement permettre à nos clients de faire cette transition. Mais surtout, il va y avoir aussi une meilleure variété et une meilleure transparence sur ces fonds-là. Le fait de publier la température des portefeuilles va permettre justement aux investisseurs de savoir parmi toutes ces solutions durables, certaines seront thématiques, certaines seront à impact, certains seront des fonds d'exclusion, eh bien lesquels seront compatibles ou pas avec cet objectif de neutralité carbone. Ça va être une donnée importante à prendre en compte. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, dans la façon dont vous concevez vos produits, c'est forcément quelque chose que vous prenez en compte au préalable, quoi. La durabilité, c'est vraiment notre choix par défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout nouveau fonds qui va se créer chez BlackRock va effectivement essayer de répondre aux normes de notre plateforme de produits durables. Merci beaucoup, Carole Crozat. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de BlackRock et responsable de la recherche sur l'ISR. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.